Si tu révises le calcul au Taj, il y a de fortes chances que tu galères en géométrie. Des ronds, des carrés, des octogones, t'as pas vu ça depuis le collège. Il y a beaucoup de formules à apprendre, des théorèmes, des propriétés à connaître, et généralement, c'est une partie du calcul que les candidats n'aiment pas. Honnêtement, vous avez raison, c'est pas du tout intéressant la géométrie. On en a rien à faire de savoir est-ce qu'on peut mettre un rond dans un carré, combien de place prend le triangle dans le rectangle. Et dans la vie de tous les jours, ça va nous servir à rien. Simplement, au Taj, on peut pas faire l'impasse dessus. Il y a 2, 3, voire 4 questions de géométrie par sous-test, et si on les travaille correctement, c'est potentiellement des points qui sont assez faciles à gagner. C'est pour ça que sur ST Prep, on a organisé une masterclass en live, réussir la géométrie au Taj Mahal, dont vous allez retrouver le replay. Cette masterclass, elle a été organisée pour te donner toutes les bases pour avoir un niveau solide en géométrie, et honnêtement, si tu l'as fait en conditions réelles, tu pourras gagner jusqu'à 10 points en calcul. Avant de vous laisser avec Étienne, j'en profite pour vous dire que c'est la semaine du Black Friday chez AST Prep et qu'il y a moins 30% sur toutes nos formations Taj Mahal. Le Black Friday, c'est une réduction qu'on fait qu'une fois dans l'année, alors si tu passes le Taj Mahal en janvier, février ou mars, c'est le moment de passer à l'action. Le lien d'AST Prep est dans la description et moi je vous laisse avec Étienne et je vous dis à très vite sur AST Prep. Allez, donc on va basculer sur des questions d'introduction. Ce qu'on va faire, c'est que comme vous découvrez les questions, je vais vous laisser pour les premières questions, on va dire 1 minute 30, comme c'est des questions plutôt faciles. Faciles, j'entends, hein, sauf si vous êtes au début de votre préparation, c'est normal qu'il y ait des concepts qui vous soient assez étrangers. Mais après, on va prendre un peu plus de temps pour les dernières questions qui seront beaucoup plus difficiles. Allez, je vous laisse réfléchir pendant 1 minute sur cette question-là et n'hésitez pas à mettre votre réponse dans le chat dès que vous l'avez. Allez, donc on va prendre les premières réponses. On a beaucoup de réponses A pour cette première question. Effectivement, alors peut-être que si certains vous êtes, il y en a pas mal, hein, qui viennent aussi d'AST Prep là dans sur cette, masterclass. Vous connaissez peut-être par cœur, vous l'avez peut-être juste à lire la question, vous avez pu voir qu'en fait c'était la réponse A. Effectivement, ça fait partie des formules qu'on a répertoriées et qui sont à apprendre par cœur si c'est pas déjà le cas. C'est un cercle donc inscrit dans un carré. Déjà, visuellement, si vous n'avez pas idée de ce que c'était ça en fait, hein. On a un cercle qui est pile poil inscrit dans un carré. OK? Ça, que représente le cercle par rapport au carré? Vous pouvez retenir que c'est pi sur 4. Comment on pouvait le retrouver par le calcul? Je vous le montre rapidement. On pourrait partir du principe que le rayon vaut 1. Parce que pour calculer, l'aire de notre cercle, on va avoir besoin du rayon. Si le rayon vaut 1, ça veut dire que l'aire du cercle, elle est égale donc à pi fois rayon au carré. Donc elle est égale à pi fois 1 carré, donc elle est égale à pi, tout simplement. Et maintenant, l'aire du carré, elle est égale donc à côté fois côté. Et le côté, donc si le rayon vaut 1, on voit que le côté ici, il va valoir 2, puisque j'ai 2 rayons. Et ici, pareil. Donc ça fait 2 fois 2 qui fait 4, et donc on se retrouve bien avec pi sur 4. OK? Après, tant que j'y suis, je vous donne le reste. Ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Si on est dans un autre cas, où on est cercle inscrit dans carré. C'est un tout petit peu plus rare, mais ça tombe quand même, donc n'hésitez pas à le connaître par cœur. Là, en termes de surface, on est à 2 sur pi, OK? Je vais pas le redémontrer, autant que vous le connaissez par cœur, comme ça vous gagnez du temps, OK? 2 sur pi. Ce qui fait que, si on va même un petit peu plus loin, vous pouvez retenir que alors, je vais vous le faire dans le bon sens. Si j'ai un carré qui est inscrit dans un cercle, qui est lui-même inscrit dans un carré, OK? Donc là, on commence à être un cas encore plus rare. Petit carré sur grand carré, ici, il est égal à 1/2.
Pourquoi? Parce que le petit carré qui est inscrit dans le petit cercle, c'est égal à 2 sur pi, on a vu juste avant. Ici, le petit carré dans le petit cercle, ça fait 2 sur pi et c'est diviser tout ça par pi sur 4 qu'on a vu en haut. OK? Cercle inscrit dans le carré. Donc ça, en fait, c'est la même chose que 2 sur pi, hem, 2 sur pi multiplié, je l'ai fait dans l'autre sens, multiplié par pi sur 4. En tous les cas, dites-vous que là, donc, on arrivait, parce qu'on va pas rentrer dans trop de détails, on arrivait directement à 1/2. OK? Donc ce carré-là, ça vous pouvez le mettre entre parenthèses, ce carré-là divisé par le grand vaut 1/2. 3 petites choses à retenir par cœur, franchement, ça peut vous faire gagner pas mal de temps et c'est ça de prix le jour J. Allez, on va enchaîner, deuxième question. Je vous laisse 1 minute pour la regarder. Plutôt facile aussi si vous connaissez quelques règles du Taj-Mahal et sinon je vous laisse faire les petits calculs. Allez, on va voir ce que vous avez pu mettre. C. Beaucoup de réponses C. 3 centimètres, très bien. Alors, ici, déjà une première propriété que vous pouvez avoir, c'est quoi? C'est si j'ai un diamètre d'un cercle, OK, ici on voit que j'ai un diamètre et que j'ai un point, ça peut être n'importe quel point sur le cercle, OK, là je vous les mets tout autour. Vous allez avoir un triangle rectangle, OK? Ça, vous pouvez le retenir. Un diamètre plus un point sur le cercle, ça va faire un triangle rectangle. Donc là, en l'occurrence, on a B et ici, donc, on a un triangle qui est rectangle. OK. Une fois qu'on a ça, on sait que AC vaut 5, BC vaut 4. Combien vaut AB? AB vaut 3. Pourquoi? Parce que si j'ai un triangle rectangle, ça fait partie de ce qu'on appelle les triplés pythagoriciens. 3, 4, 5, c'est un triplé pythagoricien. Ça veut dire qu'il y a 2 choses à savoir ici. Soit si vous avez un triangle qui est rectangle, on vous dit qu'il est rectangle. On vous dit que ça, par exemple, ça vaut 5, ça vaut 3. Vous êtes capable de savoir que le dernier côté va valoir 4. Inversement, on vous dit qu'on a un triangle, on vous dit que ça vaut 5, ça vaut 3, ça vaut 4. Même si on ne vous dit pas qu'il est rectangle, vous êtes en capacité de prouver que maintenant il est rectangle. C'est ce qu'on appelle donc les triplés pythagoriciens. Des triplés pythagoriciens, il y en a d'autres. Donc il y a 3, 4, 5. Il y a 5, 12, 13, que je vous conseille de connaître. Il y a 8, 15, 17. Tac, il y a 27, 24, 25 qui fonctionnent aussi. Tac, 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 20, 21, 29. OK? Pour moi, ceux-là, c'est les plus indispensables. 3, 4, 5, 12, 13, c'est ceux qui vont vraiment tomber souvent. Si vous connaissez ceux-là, c'est très bien aussi. Je vous le conseille. Franchement, c'est pas très, très long à apprendre et ça peut vous sauver dans pas mal de cas puisque ça empêche de faire les calculs avec le théorème de Pythagore. Et là, moi, pour moi, c'est les principaux que j'ai en tête. Si jamais dans le chat, quelqu'un a déjà, parce qu'autant qu'on s'entraide, est déjà tombé sur un triplé pythagoricien différent, qu'il hésite pas à le mentionner. Mais pour moi, ça, c'est les 5 principaux, que je vous conseille de connaître et qui peuvent tomber les jours J. Et dites-vous que quand c'est une question de triangle rectangle, extrêmement souvent, c'est juste un triplé pythagoricien qu'il faut repérer et il faut pas trop se lancer dans les calculs du théorème de Pythagore. Donc ici, en l'occurrence, bravo à ceux qui avaient trouvé la réponse C. C'était bien 3 centimètres pour le dernier côté.
Ouais, c'est ça. 6, 8, 10. Juste, je reviens pour, une petite précision là-dessus. Dites-vous que tout ça marche et leurs multiples marchent aussi. Donc, comme 3, 4, 5 marchent, bah, en fait 6, 8 et 10 marchent aussi. D'accord? C'est juste en fait une proportionnalité. Et si 3, 4, 5 marche, ça veut dire que 0,3, 0,4 et 0,5 marchent aussi. OK? Ce qui est important, c'est la base, mais après ne vous faites pas, prenez pas peur par rapport au fait que si vous avez par exemple un côté qui vaut 0,3 et un côté qui vaut 0,4, vous pouvez très bien considérer que le dernier côté vaut 0,5 si le triangle est rectangle. OK? C'est juste une affaire de multiples. Et les bases à connaître restent celles-ci. Allez, on enchaîne. Question numéro 3. Je vous laisse une minute. On est encore sur du facile. Allez, n'hésitez pas à donner votre réponse dans le chat quand vous l'avez tous, hein. Comme ça permet moi ça m'aide pour voir un peu à quel point la question a été réussie. Donc B, Thalès l'équipe, effectivement, c'était la réponse B et c'était du théorème de Thalès. Parfait. Ouais, c'est facile. Si vous êtes habitué à des questions, disons d'AST Prep, vous devez trouver ça facile et on reste sur un niveau qui est encore inférieur à ce que vous aurez le jour J, hein. Mais vous en faites pas, vous allez voir, à partir de 15, ça commence à être du costaud, faut être bien concentré. Donc ici, pourquoi c'est du théorème de Thalès? Juste ce que nous dit le théorème de Thalès, c'est que quand j'ai 2 droites parallèles, ce qui est le cas ici, hein, donc on nous dit que BC et DE sont parallèles. Qu'est-ce que je peux en conclure? Que petit côté sur grand côté est égal à petit côté sur grand côté est égal à petit côté sur grand côté. OK, ça c'est le théorème de Thalès. On peut le présenter comme ça ou parfois il est présenté comme ça aussi, le théorème de Thalès. Et à ce moment-là, pareil, on a petit côté sur grand côté, qui est égal à petit côté sur grand côté, qui est égal à petit côté sur grand côté. OK. Donc ici, ce qu'on nous donnait, en fait, on nous donnait DE et BC. Donc en fait, on nous donnait ces deux côtés-là, DE et BC. Donc on savait que DE sur BC, petit côté sur grand côté, ça allait être égal donc à AE, petit côté, sur AC qu'on cherche. Donc ça, si je le remplace, ça me donnait donc 4 sur 6 qui est égal à 3 sur AC. Soit vous voyez un rapport de 0,1 ici, et donc vous faisiez pareil ici. Soit vous faisiez un produit en croix, AC qui est égal donc à 6 fois 3 divisé par 4. 18 divisé par 4, ça fait 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Réponse B, très bien pour le théorème de Thalès. OK? Il se peut que le jour J, vous ayez des questions faciles, mais ça reste vraiment du très facile là par rapport à ce qu'on a au Taj Mahal. Donc des questions comme ça, vous en allez peut-être en avoir une ou deux si vous avez de la chance, mais c'est quand même beaucoup plus probable que ce soit sur des concepts un peu plus compliqués, vers lesquels on se dirige progressivement. Je regarde s'il n'y a pas de questions et on enchaîne avec la question 4. C'est parti pour 1 minute.
Allez, qu'est-ce que vous avez mis? On a du C, on a du A, du D. Ouais, on a Innocence qui nous a donné ou Innocence, je sais pas, qui nous a donné la meilleure, la bonne formule. Il te manquait juste des parenthèses, mais peut-être que tu les avais bien en tête. C'est bien nombre de côtés moins 2 entre parenthèses, multiplié par 180. Alors, pour ceux qui connaissent pas cette formule, j'y retourne. Depuis la base, à quoi nous sert cette formule? Elle nous sert à avoir la somme des angles d'un polygone. OK? Somme des angles d'un polygone. Un polygone, ça veut dire que c'est un nombre de côtés qui sont droits et une figure qui est fermée. Ça va être égal à nombre de côtés moins 2 multiplié par 180. Pareil, vous pouvez le retenir par cœur. Si vous faites pour un triangle, par exemple, 3 côtés pour un triangle, moins 2, ça fait 1. 1 fois 180 qui nous donne 180. Donc un triangle, il y a bien 180 degrés si vous faites la somme des angles d'un triangle. Ici, ce qu'on avait ici, c'était, on avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'était un heptagone, 7 côtés. Ça pareil, c'est à connaître. Si on aurait pu vous dire quelle est la somme des angles d'un heptagone, donc il faut connaître le nombre de côtés correspondant à chaque fois. Donc heptagone, ça veut dire que la somme des angles, elle va être égale à 7 moins 2 multiplié par 180, qui donne donc 5 fois 180. Soit vous le faites direct, soit vous faites 10 fois 180 divisé par 2, qui fait donc 1800 divisé par 2, qui fait 900 degrés. Réponse D. OK? Allez, si c'est bon pour vous, on enchaîne avec la question 5, du coup. Question 5, je vous laisse une minute pour réfléchir dessus. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans le chat. BB64. Alors, effectivement, ouais, la réponse B, c'était la bonne. Donc ici, en fait, il y en a 2 parmi les 20 questions qui sont des questions à première vue de géométrie, mais qui sont finalement pas vraiment de la géométrie. C'est juste plutôt se servir de la géométrie pour vous faire poser un système. Donc, le but, c'est de trouver les équations qui sortent de cet énoncé. Périmètre de 40 centimètres, ça nous fait une première équation. Ça veut dire quoi? Comme c'est un rectangle, ça veut dire que 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur est égal à 40 centimètres. Donc en fait, ça veut dire que longueur plus largeur est égal à 20 centimètres, la moitié forcément. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que la longueur est 4 fois plus grande que la largeur. OK? Donc ça veut dire que la longueur, elle est égale à 4 fois la largeur. 4 fois plus grande que la largeur. Ici, on pourrait être tenté de faire, un 1er système. Ce qu'il va juste falloir faire, en fait, c'est remplacer. On prend notre première équation ici, OK? Et au lieu d'écrire L, on va écrire 4L. Au lieu d'écrire donc grand L pour, la longueur, on va écrire 4 fois la largeur. Et donc on se retrouve avec
4 largeur plus largeur qui est égal à 20, ce qui veut dire que 5 largeur est égal à 20, ce qui veut dire que largeur est égal à 20 sur 5, qui fait donc 4. 4 fois 5, 20. Si la largeur fait 4, ça veut dire que la longueur, c'est égal à 20 moins 4, puisque longueur plus largeur fait 20. Ce qui nous fait donc 16. Quelle est l'aire du rectangle? L'aire d'un rectangle, c'est égal à longueur fois largeur, 16 fois 4, qui fait donc 32 fois 2, qui fait 64 centimètres carrés. Réponse B. C'est bon pour tout le monde sur une question de ce type? Ouais, très bien. Pour ceux qui avaient eu la B. Et si c'est bon, n'hésitez pas, hein, à me poser des questions si jamais il y en a. Sinon, on enchaîne avec question 6 où on va progressivement donc monter un petit peu en niveau. Non, mais je pense que vous voyez plus mon écran, c'est mis en veille. Tac, je vous le repartage tout de suite. Là, vous devriez voir à nouveau mon écran. Je vous la remets. Alors, c'est ouais, je te remets la correction dans une seconde. Je regarde juste C, 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 D. Tiens, je te remets la correction. Je te laisse prendre une capture d'écran si tu veux. Il y a une rediff qui est envoyée, hein. Vous en faites pas. Si jamais il vous manque un tout petit bout ou un truc, vous aurez une rediff, demain ou après-demain maximum, je pense. Donc, vous en faites pas si vous avez besoin de revisionner un extrait. Alors ici, on a eu moitié de C et moitié de D environ, je dirais, parmi les réponses qui étaient proposées. Donc effectivement, c'était là où il pouvait y avoir une petite hésitation, c'était entre C et D. Ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que donc on a un carré dont l'aire de ce carré est égal à 2 centimètres carrés. Donc ça veut dire que le côté, il est égal à racine de 2. Ce côté-là vaut racine de 2. Pourquoi? Parce que pour calculer l'aire d'un carré, c'est égal à côté fois côté. Donc en fait, c'est égal à racine de 2 fois racine de 2, donc c'est la même chose que racine de 2 au carré, et le carré vient annuler la racine. OK? Donc à ce moment-là, je me retrouve juste avec 2. Donc l'aire du carré vaut 2. Maintenant, combien vaut la diagonale? C'est ce qu'on nous demande. Formule à connaître par cœur aussi, je vous recommande pour la diagonale d'un carré, qui est égale à côté multiplié par racine de 2. D'accord? Donc la diagonale du carré, finalement, elle est égale à racine de 2, puisque j'ai vu que mon côté valait racine de 2, multiplié par racine de 2. Et là, pareil, en fait, c'est racine de 2 au carré, et mon carré vient annuler la racine, donc la diagonale, elle est égale à 2 centimètres. Et 2 centimètres, c'est différent de 2 racines de 2, hein. 2 fois racine de 2, c'est pas pareil. Si jamais vous voulez avoir une idée, ça peut servir parfois pour, débloquer des calculs. Racine de 2, c'est environ égal à 1,4. OK, ça vous pouvez le retenir. Comme ça peut vous débloquer dans certaines situations, si jamais vous devez faire un calcul littéral. Allez, vous me dites si c'est bon? Ouais, ça va monter, t'en fais pas, si les questions sont faciles,
c'est bien, ça vous fait revoir des bases, donc c'est tant mieux. Mais tu vas voir, enfin, ça monte et il y a du très dur à la fin. On y va pour la question 7. Je vous laisse 1 minute environ pour la faire. Allez, qu'est-ce que vous avez pu trouver? BBB 12. Ouais, n'hésitez pas si jamais, vraiment ouais, c'est très bien. Merci à ceux qui le font, hein, de mettre, de mettre vos réponses dans le chat. C'est juste pour que moi je vois à quel point la question a été réussie ou non. Donc effectivement, c'était bien B la bonne réponse. Comment on fait? Comment on procède pour cette question 7? Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà donc de poser vos équations. Périmètre, c'est comme on a vu juste avant, donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ça vaut 60 mètres. Ça veut dire que longueur plus largeur est égal à 30 mètres. Ensuite, on a l'aire totale qui vaut 216. Ça veut dire que longueur fois largeur est égal à 216. OK. Donc là, on a un système. Le problème, c'est que si on fait combinaison, substitution, et cetera, on va se retrouver avec une équation de degré 2, fin des carrés, poser notre delta, et cetera. Si ça vous parle, vous comprenez qu'on va perdre trop de temps en fait à faire ça. Ce que je vous conseille, par contre, de faire pour ces questions-là, vraiment, c'est plutôt de partir sur une somme qui vaut 30 et de voir si le produit des 2 fait 216. Je m'explique. Par exemple, 15 fois 15, 15 plus 15, on est d'accord que ça fait 30. Donc à ce moment-là, on pourrait avoir longueur plus largeur qui vaut bien 30. Même si encore une fois, là, on pourrait dès à présent éliminer ce cas-là, puisque forcément la longueur est plus grande que la largeur. Mais juste pour vous donner un premier exemple parlant, on prend 15 plus 15 qui fait 30, et après, est-ce que 15 fois 15, c'est 15 au carré, à connaître par cœur, qui fait 225. Donc on voit que c'est pas bon, parce que nous, on voulait quoi? On voulait 216. Ça veut dire que notre postulat de départ n'est pas le bon. Il va falloir espacer un peu. Si on est malin, on voit que longueur fois largeur fait 216 et c'est pair. Donc forcément, il va falloir que je fasse un membre pair au moins dans ma multiplication. Et là, en l'occurrence, comme la somme des deux est paire, bah, en fait, il faudra forcément que mes deux soient pairs. Ok, donc on pouvait s'épargner, par exemple, le 17 fois 13. Si on connaît bien nos règles, nos propriétés fondamentales des nombres, ça peut faire gagner un peu de temps dessus. On peut par exemple partir, et en l'occurrence, c'était la bonne réponse ici. 18 plus 12, ça fait 30. 18 fois 12. Si vous êtes en fin de préparation tâche mage et que vous visez voilà, si vous connaissez tout bien les cours et cetera, je trouve que ça vaut le coup de connaître les tables, entre 10 et 20. Comme ça vous fait gagner du temps sur ce type de questions-là. Si vous êtes au début de préparation, c'est pas encore impératif et donc 18 fois 12 fait 216. Donc on se rend compte qu'ici, 18 et 12 respectent toutes les conditions qui étaient fixées au départ, à savoir que la somme fasse 30 et que le produit fasse 216. OK? Donc à ce moment-là, quelle est la largeur? Largeur, hein, pour rappel, c'est le côté le plus petit, donc c'est 12 centimètres. OK? Si on avait fait par exemple, je sais pas, hein, on fait, 20 plus 10 qui fait 30. 20 fois 10, ça fait 200. On voit qu'on n'était pas bon. Ça veut dire qu'on aurait dû resserrer l'intervalle. Ça veut dire que forcément, on allait être entre 15 et 15 et 20 et 10, OK? Pour arriver à 216. Et comme ça, généralement, à part si vous resserrez bien vos intervalles et vous faites les bonnes décisions, en disant, allez, maximum 3 essais,
peut-être 4 s'il y a besoin, vous tombez sur la bonne réponse et c'est des calculs plus simples que la résolution du système. Allez, est-ce que c'est bon? Visiblement oui. Vous me dites, hein, si jamais c'est pas clair ou si c'est clair, enfin, dites-moi tout. Et on enchaîne sur la question 8. Allez, DDD 14. On va voir donc si c'est la bonne réponse. Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir, les derniers peut-être. Alors, si on passe à la correction de cette question, donc rectangle des diagonales de 26 mètres. Si on schématise, ça veut dire qu'on a notre rectangle et on a ici 26 mètres. Ok? Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est que la diagonale d'un rectangle, c'est l'équivalent de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Ok? Ça, vous pouvez le retenir aussi comme propriété. Parce que, donc, maintenant, comme on a ça, on va pouvoir calculer la différence entre la longueur et la largeur. Et ce qu'on voit, c'est que ça correspond entièrement à un triplé pythagoricien. Comme les côtés sont des entiers, on peut en déduire que c'est un triplé pythagoricien. Je vous ai parlé tout à l'heure de 5, 12, 13. Et on a vu qu'il y avait 5, 12, 13, 3, 4, 5, 8, 15, 17 qui marchaient, mais aussi leurs multiples. Et en fait, on voit que 26, c'est un multiple de 5, 12, 13. En fait, c'est juste 13 fois 2. Donc si je multiplie tout par 2, ben, je vais avoir en fait mon nouveau triplé pythagoricien, qui va être donc 10, 24, 26. Et sans faire aucun calcul, je suis capable de déterminer avec certitude que 10, 24, 26 est un triangle rectangle. Et à ce moment-là, la longueur est égale à 24, la largeur est égale à 10. Quelle est la différence entre la longueur et la largeur? 24 moins 10, qui fait 14. Donc je pense que ceux qui l'ont trouvé rapidement, là on a fait à peu près 1 minute 15, vous avez certainement dû utiliser cette méthode. Si jamais vous avez utilisé une autre méthode, n'hésitez pas à la partager si vous estimez qu'elle puisse être rapide. Et donc comme ça, en fait, juste en connaissant nos triplés pythagoriciens, on voit qu'on arrive super vite en fait à la bonne réponse, qui était donc bien la réponse D. Ok? Allez, super. Est-ce qu'il y a des questions? Simon, peut-être qu'il y a une question? Non? Allez, on enchaîne. Question 9. Vous voyez qu'on commence à monter un peu en difficulté.
D, 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 beaucoup de D. Ouais, très bien. Je monte la correction. Juste pour ta question, comment faire si on n'a pas les triplés en tête? Ben dans la question précédente, bon courage pour trouver la réponse sans avoir les triplés pythagoriciens. Comme en fait, on te donnait que l'hypoténuse, tu devais faire des tests ou alors modéliser un système qui était hyper compliqué. Donc franchement, apprends, tes triplés pythagoriciens, ça va être beaucoup plus pratique pour toi. Tu vois? Alors que là, franchement, sans ça, en connaissant que l'hypoténuse et juste en sachant que les 2 côtés sont des entiers, c'est très dur de trouver la bonne réponse. Alors ouais, donc beaucoup de réponses D pour cette question-là. Alors si on reprend tout ce qu'on nous dit, on a un carré. Dans ce carré s'inscrit un cercle. On a vu tout à l'heure pi sur 4, hein, pour le cercle inscrit dans un carré. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que l'aire du cercle, elle est égale à 25 pi centimètres carrés. Ça veut dire à ce moment-là parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir aussi l'aire du carré en suivant. Et qu'est-ce qui lie finalement un cercle inscrit dans un carré? Bah, c'est le rayon du cercle, puisque le rayon du cercle, je le retrouve à la fois dans l'aire du cercle, et si je le multiplie par 2, j'ai le côté du carré. Donc c'est bien le rayon qu'on va essayer de chercher ici. Combien vaut le rayon? Alors, je trouve que le mieux, c'est de le faire par déduction, mais forcément, le rayon vaut 5, puisque l'aire du cercle, pour rappel, on l'a trouvé en faisant pi multiplié par rayon au carré. Donc, pour que ça fasse 25 pi, il faut qu'en fait, que rayon fasse 5, puisque donc ça fait pi fois 5 au carré, qui fait pi fois 25, qui fait 25 pi. Donc je sais que mon rayon vaut 5. Si mon rayon vaut 5, ça veut dire que mon diamètre va être égal à 10. D'accord? Si le diamètre est égal à 10, ça veut dire que le côté du carré vaut 10 aussi, puisqu'un diamètre, c'est équivalent au côté du carré. Et enfin, on va pouvoir donc calculer l'aire du carré, qui vaut donc 10 fois 10, qui fait 100. Maintenant, quelle est l'aire située dans le carré, mais pas dans le cercle? On nous demande en fait que vaut cette aire-là tout autour, en vert. Ben, cette aire-là, elle est égale à, donc aire verte, elle va être égale à l'aire du carré, moins l'aire du cercle. Puisqu'on voit que si j'enlève l'aire du cercle à l'aire du carré, j'obtiens plus que la partie en vert. Donc en fait, c'est égal à 100 moins 25 pi. Et ça, on peut le factoriser. Et donc on se retrouve à faire 25, entre parenthèses, 4 moins pi. OK? Pourquoi? C'est la forme la plus brute qu'on puisse faire en factorisant. On se retrouve avec 25 fois 4 qui fait 100 et 25 fois moins pi qui fait moins 25 pi. OK? Donc c'est juste une forme factorisée. Ici, ces 2 expressions étant complètement égales. D'accord? Donc, réponse D ici pour la question 9. Allez, question 10. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Pi sur 4, ça représente la part d'un cercle inscrit dans un carré. Il y a 20 questions aujourd'hui. Il y a 20 questions, ouais. Donc vous allez voir là, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif, hein. Si vous vous ennuyez un petit peu jusqu'ici, bon, c'était bien, ça vous a fait revoir des bases et même je pense que si vous êtes en début de prépa, parfait de voir ces concepts-là et après, vous allez voir que ça devient co très, très costaud.
On a du C, du D. Allez, on va passer à la correction pour cette question-là. 40, OK. Alors, comment on va procéder pour ceux qui n'avaient pas du tout de point de départ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous met un point d'interrogation comme ça, très certainement, ça va être il va falloir en fait connaître tous les angles avant de connaître celui-là. Il faut donc pas essayer trop de faire de suppositions, pas du tout penser que ça va être forcément 30, hein, pas parce que celui-là est 30 que celui d'en haut vaudra 30, mais vraiment tous les trouver pour finir par avoir le point d'interrogation. Juste pour que ce soit un peu plus facile à suivre, je vais nommer les points, comme ça on va pouvoir nommer les angles plus facilement. Donc j'ai A, B, C, on va mettre D ici, E et F ici. OK. Donc si on fait angle par angle, on peut commencer par DAB. DAB, ça va être égal à 360 moins 340, puisque l'angle, un tour complet, ça fait 360. Comme j'ai déjà 340 à l'extérieur, il me reste 20 degrés ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi celui-là, par exemple. FBC. Comme on a vu tout à l'heure que la somme des angles dans un triangle, je vous conseille de le connaître par cœur, c'est égal à 180. Ben, en fait, j'ai 180 moins l'angle droit ici qui vaut 90 et moins cet angle-là qui vaut 30. Ça fait donc 180 moins 120 et ça fait 62. Juste, je précise par ailleurs que si on a un angle droit ici, ça veut dire qu'on en a un autre ici, un ici aussi et un ici aussi. OK, donc on a 4 angles droits ici en fait, les 4 valent 90°, forcément, comme c'est 2 droites qui se coupent de façon perpendiculaire. Donc si mon angle FBC vaut 60°, je vais pouvoir calculer mon angle ici FBA. Comment? En faisant 180 moins FBC. Pourquoi? Parce qu'un angle qu'on appelle un angle plat, ça fait 180. Donc finalement, j'ai à la fois mon angle ici FBC qui vaut 60 et tout le reste ici, FBA, va donc valoir 180 moins 60 qui fait 120. OK, on continue. On va essayer de calculer maintenant FDA ici en jaune. On a vu tout à l'heure que la somme des angles dans un polygone, c'était égal au nombre de côtés moins 2 multiplié par 180. Donc en fait, pour un quadrilatère ici, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4 côtés et je connais tous les angles sauf l'angle FDA en jaune. OK? Donc pour un quadrilatère, on a juste à faire donc nombre de côtés moins 2 multiplié par 180. Ça fait donc 2 fois 180 qui fait 360. Donc en fait, FDA, c'est égal à 360 moins tous les autres angles qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai l'angle droit en rouge qui fait donc moins 90, l'angle vert que je viens de calculer avant qui fait moins 120 et l'angle bleu qu'on a calculé au début, DAB, qui fait moins 20. Ça fait donc 360 moins 140 et 90, 230. Ça fait donc 130° pour cet angle FDA. De la même façon, si on a eu FDA tout à l'heure, on peut avoir mon angle ici, EDF. OK? EDF, un peu comme tout à l'heure, ça va être égal à 180 moins FDA, puisque mon angle plat fait 180. J'enlève juste l'angle jaune, FDA, que je viens de calculer, et qui vaut 130°, et ça fait donc 50°. OK? Si j'isole mon dernier triangle, je vois que l'angle recherché, qui est en fait l'angle DEF, il va être égal à 180, la somme des angles d'un triangle, moins 90, l'angle droit que j'ai dans ce triangle, moins EDF qui fait 50 de ce qu'on a calculé juste avant. Ça fait donc 180 moins 90, 90, moins 50, il reste 40° pour l'angle recherché. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé donc pour la réponse D. Super. OK?
Avec EBA, vous avez fait comment? Ah ouais, OK. Oui, c'est vrai que c'était un raccourci. Bien vu ceux qui ont fait directement par EBA. Ouais, ouais, très bien. Effectivement, parfois, on peut trouver des raccourcis aussi. Donc là, avec EBA, vous aviez un triangle directement et ça a éliminé l'étape avec FDA. Ça a enlevé une étape. Super. Allez, si ça vous va, on reprend, sauf s'il y a des questions sur ST Prep. Sinon, on reprend donc la deuxième partie de la masterclass. Je vous laisse 1 minute 15 à peu près, disons, pour faire cette question. Mmh. Allez, on a du C, du D. On va basculer sur la correction de cette question-là. Donc, commence à être un petit peu plus difficile. Juste pour rappel, la formule du volume du cône, c'est égal à l'aire de la base, donc pi fois r au carré, multiplié par la hauteur, multiplié par un tiers. OK? C'est exactement comme l'aire du cylindre, donc l'aire de la base multiplié par la hauteur, sauf qu'on vient derrière multiplier par un tiers justement parce que c'est pas comme un cylindre exactement. On voit qu'on a un haut qui est en pic, donc forcément le volume va être plus petit qu'un cylindre avec des mêmes proportions. Donc ici, déjà, ce que je vous conseille de faire, 670 hectolitres, comme toutes les réponses sont en mètres, on va le passer en mètres cubes. 670 hectolitres, ça va être égal à 67 mètres cubes. Pourquoi? 1 hectolitre, c'est égal à 100 litres. 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Donc forcément, ça va pas être 670 hectolitres, mais 67 mètres cubes. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne? On voit que dans la formule du cône, que je vous ai montré en haut, ce qui est important, c'est d'avoir le rayon de la base. C'est la dernière chose qui nous manque, puisqu'on nous donne le volume, le rayon, et on va devoir déterminer la hauteur. Le diamètre est égal à 8. Ça veut dire que le rayon, il vaut 4. Ici, j'ai un rayon qui est égal à 4. Donc, ce qu'on a, c'est, si je reprends la formule que je vous ai notée en haut, on peut la réécrire comme ça. Le volume du cône, c'est égal à 67. 67, c'est égal à pi fois rayon, on a dit que ça valait 4. Donc pi au carré, rayon carré, ça vaut 16, multiplié par hauteur, multiplié par un tiers. Et là, on voit qu'on n'a plus qu'une seule inconnue, qui est notre hauteur et qui est ce qu'on nous pose dans la question. Donc, un tiers, je peux le faire passer de l'autre côté, ça va multiplier par 3. Donc en fait, j'ai 67 multiplié par 3, qui est égal à 16 pi
multiplié par la hauteur. Là, comme on nous demande la hauteur approximative, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des petits arrondis. OK? Donc on a 67 fois 3, ça fait 201, mais on va considérer que ça fait 200. OK? Vous calculez ça rapidement par ordre de grandeur, on arrive sur environ 200. 16 fois pi, alors pi ça vaut 3,14. Donc 16 fois 3, 48. Donc 16 fois 3,14, ça va être environ égal à 50. OK? 50 fois h. Et donc à ce moment-là, si on isole le h, on a 200 sur 50 qui fait donc 4. Donc combien vaut ma hauteur? Ma hauteur vaut 4 mètres. Là, c'était juste du coup une résolution du système à partir de la formule du code, qu'on nous demandait. C'était la seule chose qu'il y avait à, mmh, à conceptualiser ici. Et après, une fois qu'on avait ça, ben, on était tout bon pour dérouler notre système et isoler notre inconnu h. OK? Vous me dites s'il y a des questions, sinon on enchaîne. La question 12. Question 12, c'est parti. On a du B, on a du C, on a du E. J'attends qu'il y ait d'autres personnes qui donnent, leurs réponses pour pouvoir trancher justement, s'il y a une majorité qui se dessine. La bonne réponse est parmi celles qui ont été données. B, C, E, mais c'est laquelle? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis. Allez, on a Joey qui tranche pour E. On va voir si c'est ça. Donc, on nous donnait la largeur. Ça vaut 10. C'est une question intéressante parce que c'était pas trop de la géométrie. Enfin, c'est plutôt de la géométrie dans l'espace, de la visualisation en fait par rapport à la figure. Il n'y avait pas beaucoup de calculs à faire. Ici, la longueur vaut 18. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, nous, on veut avoir la distance entre les centres des cercles. Donc, je vais avoir par exemple un centre ici et un centre ici. Ce qu'on se rend compte, c'est que la largeur de ce rectangle, qui est égale à 10, elle est égale à un rayon plus un rayon. C'est 2 fois le rayon en fait. Donc 2 fois le rayon, qui est égal en fait au diamètre du cercle, c'est égal à la largeur du rectangle, qui vaut 10. Donc le rayon en fait, il est égal à 5. OK? Si mon rayon est égal à 5, je me rends compte que ici aussi en fait, j'ai un rayon. Donc ça vaut 5. Et ici aussi, j'ai un rayon. Donc ça vaut 5. Donc finalement, ma distance que j'ai entre les 2 centres, elle est égale, la distance en jaune, elle est égale à 18, le côté entier, moins 5, moins 5. Donc elle est égale à 18 moins 10, qui fait 8. Réponse E. Donc très bien joué et Innocence pour avoir trouvé donc cette bonne réponse. Très bien, c'est bon pour tout le monde? Vous me dites si jamais il y a des questions. Et sinon, on y va, on enchaîne donc avec la question 13. Allez, je vous laisse une bonne minute et on corrige ensuite.
On a Thomas qui est parti sur la E. Qu'est-ce que vous avez mis les autres? Si vous avez eu le temps de résoudre cette question. Pas trouvé? Allez, je vais enchaîner avec la correction. Ça va vous éclairer certainement. Ou sinon, vous me dites, hein, si jamais il y a des questions qui persistent. Alors, nous, ce qu'on cherche déjà, c'est l'aire d'un cercle. OK? Donc, on va chercher, par exemple, l'aire de ce cercle-là. Qu'est-ce qui est important pour avoir l'aire d'un cercle? L'aire d'un cercle, pour rappeler, c'est pi fois rayon au carré. Donc, la seule variable, en fait, qui fait varier mon aire, c'est mon rayon. Donc, une fois que je connais mon rayon, c'est bon, c'est ma seule inconnue. Parce que j'ai plus qu'à la mettre au carré et avoir la multiplier par pi derrière pour avoir l'aire du cercle. Donc, en fait, j'ai juste à connaître combien vaut un rayon. Et là, ici, on me donne le périmètre du rectangle. Donc, en quoi ça va pouvoir m'aider de savoir le périmètre du rectangle? Ben, ce que je vois, en fait, c'est que le périmètre du rectangle, je peux le comparer à des rayons. Puisque le périmètre du rectangle, j'ai un rayon ici, un deuxième ici, un troisième rayon ici, un quatrième. Alors, ils sont collés, hein, c'est juste pour vous visualiser la chose. 5, 6, 7, 8 rayons. Donc ça fait 8 rayons. Ça fait 2 rayons. Là, pareil, donc je vais avoir 8 rayons ici et 2 rayons ici. Ça veut dire qu'au total, 8 plus 2, 10, plus 8 plus 2, ça fait 20 en tout. J'ai 20 rayons qui est égal au périmètre. Vous voyez, 20 fois le rayon, ça m'a fait faire tout le tour de ma figure. Donc 20 rayons est égal à 36. Ça veut dire que mon rayon est égal à 36 divisé par 20. 36 divisé par 2, 18. Donc divisé par 20, 1,8. Donc ça veut dire que mon rayon vaut 1,8. Maintenant, comment je vais calculer l'aire du cercle? Bah, c'est égal à pi multiplié par 1,8 au carré. Je vous conseille de connaître 1,8 au carré par cœur. Okay. Pardon, pas 1,8 surtout. Plutôt de connaître 18 au carré par cœur. 18 au carré, 324. Et 2 18 au carré, on en déduit qu'en fait, 1,8 au carré, j'ai juste à décaler ma virgule de 2 rangs, 3,24. Ok, c'est 18 au carré, pardon, qu'il faut connaître par cœur, pas 1,8. Mais indirectement, on le trouve en fait très facilement. Donc ça veut dire que ça fait pi fois 3,24, donc ça fait 3,24 pi. Réponse E. Ok? Vous me dites s'il y a des questions. Et sinon, on enchaîne. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet là. Question 14. Allez, c'est parti.
Allez, dès que vous avez une réponse qui se profile, n'hésitez pas à partager dans le chat. Je vous dirai si c'est bon ou non. C, B, C. Alors, il n'y a pas eu la bonne réponse qui a été donnée ici. Je vais vous aider un peu parce que là, on commence à rentrer dans les questions difficiles. Encore que ça, pour moi, à part les 2 dernières, ça m'étonnerait, enfin, j'ai vraiment créé des questions difficiles pour qu'on puisse voir plein de concepts et je pense pas qu'elles puissent être vous poser ainsi au Taj Mahal, mais c'est plutôt, voilà, pour, aller au bout des questions ou alors ce serait considéré au Taj Mahal fondu très difficile. Jusqu'à la 18, pour moi, c'est entièrement des questions qui peuvent vous être posées, hein, et ça, notamment, c'est une question qui était tombée il y a pas si longtemps, pas exactement sur cette forme-là, mais qui faisait appel au même concept. Donc déjà, pour rappel, hein, comme un peu on a vu tout à l'heure, volume du cylindre. Alors, je vous l'ai donné tout à l'heure. R de la base, pi fois r au carré, multiplié par la hauteur. Et là, tout à l'heure, on multipliait par un tiers pour avoir l'équivalent du code. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que le réservoir est rempli au quart. D'accord? Donc, si on le remplit 2 fois plus, on est d'accord qu'il serait rempli ici à la moitié. Et la moitié, en fait, remplir à la moitié, ça équivaut à mon rayon. Puisque ici, j'ai un cercle, hein. Ça, c'est le diamètre de mon cercle. Donc, si je le remplis à la moitié, en fait, je le remplis au rayon de mon cercle. Donc, le rayon, en fait, c'est égal à 2 fois 2, qui est égal à 4. Ok, donc déjà, j'enlève une inconnue, puisque je sais que mon rayon, il vaut 4 ici, parce que comme quand c'est rempli au quart, c'est rempli à 2 mètres. Donc, forcément, quand ça sera rempli à la moitié, ça sera rempli à 4 mètres. Et donc, moitié équivaut au rayon. Donc, rayon est égal à 4. Je vais pouvoir calculer l'aire de ma base. Donc, l'aire de ma base que je vous mets ici en vert, c'est égal à r carré multiplié par pi. Rayon vaut 4. 4 au carré, 16. 16 pi, l'aire de ma base. OK? Maintenant, on a le volume qui est donné dans l'énoncé, 314. On a trouvé combien vaut l'aire de la base, 16 pi. Ça veut dire qu'il me reste plus qu'une seule inconnue. Un peu de la même façon que tout à l'heure pour le cône. Je vais reprendre cette équation. Je vous la réécris ici. Et on se retrouve donc avec 314 pour la partie volume, qui est égal donc à R de la base, 16 pi, multiplié donc par la hauteur. Là, ce qu'il fallait faire, et c'est ce que je vous conseille de faire en fait, c'est dès que vous avez 314, 31,4, 3,14, c'est que en fait, c'est une incitation à considérer que pi vaut 3,14. Et en fait, il faut remplacer pi par 3,14 parce que comme ça va grandement nous simplifier la tâche pour la suite de nos calculs. Et comme ça, on voit qu'en fait, on a une base ici, 314 sur 3,14 qui fait 100. J'isole mon h, je me retrouve donc avec 314 divisé, parce que je fais passer tout ça de l'autre côté, divisé par 16 fois 3,14, qui est égal à h. Ok? On l'a vu, hein? Je vous le mets ici à côté. 314 divisé par 3,14, c'est égal à 100, puisque 100 fois 3,14 fait 314. Donc, ça veut dire que 100 divisé par 16 est égal à h. C'est la même chose que 25 divisé par 4, qui vaut h. Ok? Parce que 4 fois 25, 100. 4 fois 4, 16. Donc, j'ai h qui vaut 25 divisé par 4, qui vaut 6,25. 25 vous divisez par 2, 12,5. Vous divisez à nouveau par 2, 6,25. Donc, ça veut dire que ma hauteur, ici, que je vous mets dans le schéma en jaune, la hauteur qu'on cherche, elle vaut 6,25.
Donc combien vaut cette partie-là? Bah, cette partie-là, elle est toujours égale à un quart, hein, parce que notre réservoir, il est toujours rempli à un quart. Donc qu'il soit positionné à la verticale ou à l'horizontale, ça vaudra toujours un quart. Et un quart de 6,25, vous faites 6,25 multiplié divisé par 4, ça fait 3,125 divisé par 2, ce qui nous fait 1,56 et des poussières. Et on arrivait donc sur la réponse A. D'accord? Ouais, vous allez voir, on commence à rentrer dans du solide. Allez, on enchaîne avec la 15, qui n'est pas trop dur en soi, mais qui peut prendre un peu de temps. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Alors, B, B, A. Ouais, Mathéo, ça peut très. Franchement, c'est. Alors, il y a peu de chances qu'elle tombe telle quelle le jour J, mais c'est entièrement dans les thèmes qui sont couverts, en tout cas qu'il faut maîtriser pour le Taj Mahal pour la question précédente. Donc, on a du B et du A. Alors, ici, ce qu'il faut faire, en fait, c'est compter tout simplement les carrés et faire la somme de tous les carrés qui sont coloriés en bleu. Mais c'est fait de façon un peu piège pour que ça prenne un peu de temps quand même à compter tous les carrés. Alors, on va d'abord on va faire ce que je vous conseille de faire, c'est faire figure par figure. On va s'occuper de cette figure-là. On voit que cette figure-là, on a un demi-carré qui est ici, plus un carré qui est ici, plus un demi-carré ici, plus un demi-carré ici. Donc ça fait un demi plus un demi plus un demi plus 1. Donc ça fait en tout 5 demi ou 2,5 carrés si vous faites la somme de tout ça. Ok, ici on a 2,5 carrés, donc la zone rouge. Ensuite, cette petite zone bleue. Comment je vous conseille de le calculer? Alors j'efface le rouge ici pour vous montrer. En fait, ici, ce qu'il fallait voir, c'est que donc là, déjà, par exemple, j'ai un grand carré de 3 sur 1. Donc tout ça, ça serait l'équivalent de 3 carrés. On voit ici qu'on a 3 carrés, hein, à l'intérieur. Ça veut dire que si je coupe en deux, ici, toute cette zone-là, on est d'accord, elle vaut 1,5. Ok? Ça fait 1,5 carré. Maintenant, je réefface à nouveau la zone en verte. J'ai tout ça, on a dit donc, tout ça qui vaut 1,5. Mais je vois qu'en fait, en bas, j'ai 3 carrés en termes de base. J'en ai un ici, un ici et un ici. Et en fait, c'est 3 parts qui sont égales. Ça, si vous ne saviez pas, vous pouvez maintenant juste le considérer comme l'apprendre par cœur, disons. Ça va valoir 0,5. Ça va valoir 0,5 aussi. Et la dernière zone ici, elle vaut 0,5. Donc on se rend compte comme ça que la zone que je recherche ici,
elle est égale à 0,5. Ok. Dernière forme en bas. On va reprendre un peu comme tout à l'heure. Ici, j'ai un demi-carré. Ici, j'aurai 2 carrés ici, là, comme ça, mais j'en prends que la moitié, je le coupe en 2. Donc en fait, tout ça, là, ça va faire la moitié de 2 carrés, qui est l'équivalent, en fait, de 1 carré. Et ici, la partie basse, c'est un peu comme tout à l'heure. Je vous le mets en rouge. Là, j'ai l'équivalent d'un 3 sur 1. Donc tout ça, là, ça fait 3 carrés. Si on compte, il y a 3 carrés à l'intérieur. Donc ça veut dire que la moitié, ça fait 1,5 carré. Mais à ce 1,5 carré, je viens enlever cette zone-là qui correspond à 0,5 carré. On voit que c'est la moitié d'un carré, là, que j'ai enlevé. Donc ça fait en tout 1 carré. Donc si je viens de rajouter à ma zone, ici, ça fait plus 1. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire la somme de tout ça. Ça me donne 2,5 carré plus 0,5 carré. Ça fait 2,5 carré aussi. Plus 2,5 carré. Ça fait donc 2,5 plus 2,5 plus 0,5 qui font en tout 5,5 carrés. Sur un total de combien? De 16 carrés. Je crois qu'en tout ici, j'ai 16 carrés puisque c'est 4 par 4. 5,5 divisé par 16, c'est la même chose que 11 divisé par 32. J'ai tout multiplié par 2 juste pour enlever ma virgule. Là, je multiplie par 2. Et donc, on se retrouve avec la réponse B, 11 sur 32. D'accord? Vous me dites, si jamais il y en a qui n'étaient pas attentifs depuis tout à l'heure, je vous le remets en cas. AST20, ça c'était juste pour la partie code promo si vous voulez rejoindre la plateforme ASTPrep. Pour la partie en jaune, je réexplique. Tu as compris que tout ça, ça valait 1,5. Ça vaut 1,5. Mais en fait, tu as jusqu'ici, ça fait 0,5. Ça fait 0,5 aussi, jusqu'au deuxième carré. Et ça, en jaune, ça fait 0,5 aussi. En fait, ton 1,5, il est divisé en 3 parts égales, où tu vas jusqu'au bas du premier carré en bleu, au bas du deuxième carré en rouge, et au bas du troisième carré en jaune. Les 3 zones sont égales et valent 0,5 chacune. Ok? Si tu le comprends pas vraiment, ben, apprends-le juste par cœur, disons, et comme ça, tu le considères comme acquis, quoi. Non, 2,5 plus 2,5 plus 2,5 plus 0,5, ça fait bien 5,5. Et pas 6,5. Allez, on enchaîne. On est bientôt au bout, mais on commence à être dur en termes de niveau. Ça, c'est une question, pour ceux qui sont sur ST Prep, on l'a vu en cours il y a quelques semaines maintenant. Donc, on va voir si vous en souvenez. Et les autres, ben, je vous laisse la découvrir.
Allez, ouais. On a 3 réponses E, c'est la bonne réponse. Si vous aviez retenu la méthode parce que vous étiez sur STPrep, c'est très bien, comme ça montre que justement si on voit une question, qu'on la revoit une deuxième fois, bah, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit bonne et donc c'est pour ça que ça aide le jour J parce que les questions c'est les mêmes sauf qu'au lieu que ce soit Paul, ça devient Pauline et au lieu que ce soit 20 euros, c'est 40 euros, mais la méthode de résolution reste exactement la même. Alors ici, ce qu'il fallait voir, pour ceux qui découvraient donc cette question aujourd'hui, je trouve que la façon la plus simple d'y répondre, c'est en fait de tracer un carré comme ça. Ça, vous avez le droit le jour J, hein, vous avez, votre stylo, vous pouvez gribouiller sur les figures, faire ce que vous voulez et donc on voit que la longueur R qu'on recherche, c'est l'équivalent de la diagonale du carré, toute la diagonale du carré, auquel je viens retrancher le diamètre du cercle et si je fais ça, il me reste une barre en jaune en haut, une barre en jaune en bas. Donc mon résultat, en fait, j'ai juste à le diviser par 2 pour n'avoir plus que la barre en jaune d'en bas qui correspond, en fait, à mon rayon petit r. OK? Ça, c'est pour comment on va calculer, en fait, notre rayon petit r. Donc, on n'a plus qu'à calculer tout ça. Diagonale du carré. Donc, diagonale du carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est égal à côté multiplié par racine de 2. Or, le côté du carré, on voit que c'est égal à un rayon grand R, hein, c'est la même chose qu'on a ici ou ici, peu importe, et un deuxième rayon grand R. Ça, c'est l'équivalent du côté du carré. D'accord? Donc le côté du carré, c'est égal à 2 fois grand R multiplié par donc racine de 2. Ma diagonale, elle est égale à 2 fois grand R multiplié par racine de 2. Maintenant, mon diamètre, qu'on a ici en vert. Le diamètre, il est égal à 2 fois grand R uniquement. OK? Là, j'ai par exemple grand R ici, ça fait un rayon. Je le fais une deuxième fois ici. J'ai un deuxième rayon qui équivaut au diamètre et ça fait 2 fois grand R. Ça veut dire que, si je reprends ce qu'on a vu tout à l'heure, mon rayon petit r, qui est le rayon que je recherche, il est égal donc à la diag du carré moins le diamètre, le tout divisé par 2, parce qu'on veut qu'une fois, on l'a vu, hein, tout à l'heure, on le veut qu'une fois et pas 2. Donc en fait, c'est égal la diag du carré, on a vu que c'était 2r racine de 2, moins le diamètre, on a vu que ça faisait 2r, 2 grand R, divisé par 2, OK? Et ça, si je le simplifie, donc pour le diviser par 2, c'est la même chose que donc 2r racine de 2 divisé par 2, ça fait r racine de 2. Je vais mettre là r racine de 2, qui fait 2r divisé par 2. Hein. Et moins 2r divisé par 2, ça fait moins r. Et ça, derrière, on peut le factoriser avec r racine de 2 moins 1. OK? Parce que si je redéveloppe, je retombe sur la même formulation qu'au départ. Et donc, effectivement, c'était du coup la réponse E. Très bien. Parfait. Allez, on enchaîne. On arrive progressivement au bout. La question 17, je vous laisse réfléchir dessus. Allez, on va dire, elle est pas super compliquée celle-ci. Ça se fait.
Ouais, super. Très bien pour ceux qui ont répondu E, encore une fois, bravo à vous. C'était la bonne réponse. On y va pour la correction. Déjà, ce que je vous conseille de faire quand vous voyez un hexagone, voyez plutôt 6 triangles équilatéraux. OK? Hexagone régulier, c'est la même chose que 6 triangles équilatéraux. Une fois que ça est dit, ce que je vous conseille aussi, c'est de poser la longueur du carré en fonction de ces triangles équilatéraux. Donc par exemple, on va dire que le côté du carré vaut 2. Comme ça me permet d'avoir que des triangles équilatéraux qui valent tous un de côté. OK? Tous les côtés des triangles équilatéraux vaudront 1. À ce moment-là, on se retrouve à faire l'aire du carré qui est égal à 2 fois 2, qui vaut 4. L'aire de un triangle équilatéral, on la calcule avec la formule racine de 3 multiplié par côté au carré divisé par 4. OK? Donc ça fait le côté il vaut 1, donc en fait ça fait juste racine de 3 fois 1 au carré, donc ça fait en fait juste racine de 3 divisé par 4. Sauf que j'en ai 6 des triangles équilatéraux. Donc en fait, l'aire de 6 triangles équilatéraux, elle est égale donc à 6 racines de 3 sur 4. Ça fait ça 1,5 racine de 3. 6 sur 4, c'est la même chose que 1,5. Donc maintenant, ce qu'on a en fait, c'est que pour savoir l'aire, j'appelais ça l'aire rouge, mais c'est l'aire rose par rapport à l'aire du carré, il faut donc faire R des 6 triangles équilatéraux sur R du carré, qui nous fait donc 1,5 racine de 3 sur 4. Et ça, c'est la même chose que 3 racines de 3 sur 8. Je vais juste multiplier 1,5 par 2 et 4 par 2 pour passer à 3 et 8. Donc effectivement, ouais, c'était bien la réponse E. Très bien, pour ceux qui l'ont trouvé. Allez, encore 3 questions. Celle-ci, dernière qui est faisable, je trouve, en disant une minute, entre 1 minute et 1 minute 30. Et les 2 dernières vont être un peu plus longues. Ouais, il y a une rediff qui est dispo, ouais, pour répondre à ta question. Et non, Thomas, c'est pas la réponse D. Quelqu'un a trouvé autre chose? A, E, B, il y a pas mal de points d'interrogation. Tout le monde est un peu hésitant là-dessus. Déjà, si vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être la réponse, moi, ce que je vous conseille de faire, on l'a vu en début de cours, hein, si vous ne connaissez pas, carré inscrit dans cercle, on a vu, hein, c'était 2 sur pi. Donc là, on voit qu'on a un carré ici, et on nous le dit dans l'énoncé, carré qui est inscrit dans un cercle. Donc forcément, ce petit triangle
inscrit dans un cercle, très certainement, il va être sous la forme quelque chose divisé par pi ou divisé par un nombre de pi. Donc déjà, si vous êtes contraint de répondre au hasard, moi je vous conseille d'éliminer la c et la d parce que ce pi-là, on va pas pouvoir le simplifier. Il va forcément nous rester dessus au dénominateur. Et comme ça, déjà, on passe de 1 chance sur 5 d'avoir la bonne à 1 chance sur 3 en quelques secondes uniquement. Donc déjà, première étape, carré inscrit dans cercle, 2 sur pi, ça c'était important. Maintenant, on va regarder que vaut la part de mon triangle rouge divisé par mon carré noir. Une fois que je sais quelle est la part de ce triangle rouge par rapport à mon carré noir, j'ai plus qu'à la multiplier par 2 sur pi pour le comparer justement à mon grand cercle rouge. Donc là, je trouve que le mieux, c'était un peu de faire, et par petit à petit, en fait, étape par étape, de voir que cette zone-là, en verte, qui était donc à l'extérieur de mon triangle, elle était équivalente à cette zone-là, ici. Et on voit donc que la zone verte, elle va être égale à 1/8 du carré noir. Pourquoi? Parce que j'ai donc ça représente la moitié de mon carré vert ici et donc je vois que de ce carré vert, j'aurais pu en mettre un autre ici aussi, un autre ici et un autre ici. Donc en fait, chaque carré vert représente un quart de mon carré noir et moi ce que j'ai, c'est ce qui est à l'extérieur de ce carré noir. Donc ça représente en fait la moitié de un quart. Donc ça représente 1/8. Ensuite, pour les jaunes ici. Moi, ce que j'aurais pu vous conseiller de faire, c'est un peu de se visualiser. Si mon jaune, je le fais passer ici, on voit qu'en fait, il deviendrait, si je viens vraiment le coller, je pourrais aussi le mettre comme ça, mon jaune. Et à ce moment-là, je vois que mon jaune ici, plus mon jaune ici, ça représente maintenant la moitié de mon carré noir. J'avais 1/8 de mon carré. Donc finalement, mon triangle rouge que j'avais au départ, il est égal au carré noir, moins 1/8 de ce carré noir, la partie verte, moins la moitié de ce carré noir, la partie jaune. 1/8 et 1/2, 1/2 c'est 4/8. Ça veut dire que en fait, le triangle rouge, il reste le carré noir moins 5/8 du carré noir, ça fait donc 3/8 restants du carré noir. OK? Donc ça représente en rouge 3/8 de mon carré initial. 3/8. Donc en fait, il faut que je fasse 3/8 par rapport au carré et après par rapport au cercle, 2 sur pi, puisqu'on sait qu'un carré inscrit dans un cercle, ça représente 2 sur pi. Donc en fait, ça fait 6 sur 8 pi, qui est la même chose que 3 sur 4 pi, réponse E, du coup. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on passe du coup aux 2 questions de la mort qui font un peu peur? Ouais? Allez, super. J'attends juste voir. Et après allez, c'est parti. Vous allez voir, hein, elles sont bon, la dernière encore peut-être un peu plus, mais elles sont un peu effrayantes.
Ouais, très fort, ceux qui ont trouvé D. Très bien. Ouais, Bento, tu as un code promo ASTPrep aujourd'hui, ouais, AST20. Donc tu as 20 de réduction, ouais, sur le premier abonnement que tu prends. Un mois ou 3 mois. Ouais, salut Blast. Est-ce que c'est skip direct ou non? Je vais te montrer pourquoi il faut pas. T'es pas obligé d'aller au bout du raisonnement, mais en faire un petit peu, ça te permet déjà d'éliminer 3 réponses sur 5. Ok? Mais solide ceux qui ont trouvé la D. Très bien. Parce que là, on est sur un niveau de compliqué. Donc, déjà, première étape, on va calculer l'espace libre actuellement. Ok? Donc, on voit qu'en fait, ici, on a 20 assiettes qui sont à chaque fois en fait inscrits dans un carré. Ok? Donc, on a vu un cercle inscrit dans un carré, pi sur 4. Et ça, on l'a 20 fois. Donc, si je considère que ici, mon rayon ici, si R est égal à 1, alors tous mes espaces libres, donc là, ici, donc là, je vous en mets 4, mais je fais pareil en fait pour tout, hein, partout, 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 imaginez qu'on va colorier en bleu. Espace libre, ça va donc être égal à 4, l'aire d'un carré, si mon rayon il vaut 1, ça veut dire que le côté du carré vaut 2, et donc l'aire du carré vaut 4, 2 fois 2, 4, moins pi, ok, je retrouve en fait la même structure ici, moins l'aire du cercle, donc moins pi, ok, comme ça j'ai que l'espace libre. Là par exemple ce que j'ai noté c'est que l'espace libre pour un seul carré. 4 moins pi c'est l'espace libre pour un seul carré. Et ça, je viens le multiplier par 20 parce que des carrés, je vois que j'en ai 20. Ou des cercles plutôt. Des carrés, des cercles, j'en ai 20. Donc ça, je viens le multiplier par 20 derrière. Donc ça veut dire que mon espace libre ici, il est de 4 fois 20 qui fait 80 moins 20 pi. Ok? Donc là déjà, j'avais une première idée de ce qu'était l'espace libre, c'est-à-dire que si je fais la somme de toutes mes zones en bleu, etc., j'arrive à 80 moins 20 pi. Parce que une seule pour un seul carré ici, je vais avoir 4 moins pi pour la partie en bleu. Donc si je le fais 20 fois, je vais avoir 80 moins 20 pi. Maintenant, si on passe à des assiettes qui sont 2 fois plus grandes, et c'est ce que je vous ai mis ici du coup, on aurait un nouveau dessin qui ressemblerait à ça. Ok? Déjà, ce qu'on voit, pour répondre à ta question, Blast, c'est qu'à l'œil, on voit qu'il y a beaucoup plus d'espace libre maintenant, avec des rayons 2 fois plus grands, que ici. Ça se voit à l'œil. Donc ça veut dire que déjà, la E, la C et la A, tu peux les supprimer d'office parce que l'espace libre est devenu plus grand. Donc en fait, l'espace libre a été multiplié par une valeur positive. Ok? Et donc déjà, juste en ayant fait ce petit effort-là, qui je pense peut être fait en 1 minute 20, enfin 1 minute 20 que tu as moyen si tu veux répondre à tout, à toutes les questions, bah, tu peux déjà passer de 1 chance sur 5 à 1 chance sur 2 et avoir donc 1 chance sur 2 d'avoir les points sur une question qui va rapporter beaucoup de points parce qu'elle est donc de niveau difficile, tu vois? Ensuite, on va chercher à calculer le nouvel espace libre, pour donc cette nouvelle figure. On voit que pour la partie donc qui est à gauche du trait bleu, je vous ai mis un trait bleu, ça va être un peu similaire puisque à nouveau, on est sur 4 cercles qui sont inscrits dans 4 carrés. OK? La seule chose qui change, c'est que maintenant le rayon il vaut 2 puisqu'on nous dit qu'on a des assiettes qui sont 2 fois plus grands. Donc ça veut dire que ici, l'aire d'un cercle, elle est égale à 2 au carré multiplié par pi, donc elle est égale à 4 pi. OK? L'aire d'un cercle vaut 4 pi. Donc et l'aire d'un carré, ça c'est l'aire d'un cercle et l'aire d'un carré, comme le rayon vaut 2, ici j'ai un rayon qui vaut 2, ça veut dire que le côté du carré vaut 4, donc le côté l'aire du carré est égal à 4 fois 4 qui fait 16. D'accord? Pareil, on va calculer l'espace libre ici pour un carré. Ici, mon espace libre,
il va être égal donc à l'aire du carré, 16, exactement comme tout à l'heure, moins l'aire du cercle, 4π. Et ça, c'est donc pour un seul carré, mais des carrés, j'en ai 4. Donc maintenant, ici, ça, je vais le multiplier par 4. Ce qui nous donne donc 64 moins 16π. OK? Ça, c'est pour l'espace libre. Ici, 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 ici. Ça, tout cet espace libre en vert, il fait 64 moins 16π. Ce qu'il y a maintenant, c'est que j'ai aussi cette bande en jaune. Cette bande en jaune, elle représente 1/5 du total. Pourquoi? Parce que je passe de 1, 2, 3, 4, 5 à, au final, une bande ici avec un grand cercle, une deuxième bande, et donc en fait, j'ai toute cette bande-là qui n'y est plus. Donc elle représente 1/5. OK? En fait, elle représente un rayon, grand R qui est égal à 2, et ici, elle représente 4 rayons. Donc en fait, cette R-là, l'aire en jaune, elle est égale à un rayon qui vaut 2, multiplié par 4 rayons, 4 fois 2, ça fait donc 2 fois 8, qui fait 16. Donc l'espace libre en jaune, celui-ci, est égal à 16. Donc l'espace libre total est égal à 64 moins 16π plus 16, qui fait donc 80 moins 16π. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on passe d'un espace libre qui commence à 80 moins 20π à un deuxième espace libre qui est, on a dit, 80 moins 16π. Donc pour calculer l'évolution de mon espace libre, il me reste juste à faire 80 moins 20π divisé par 80 moins 16π. Ça, je peux diviser tout par 4. OK? Ça me donne donc 20 moins 5 moins, 20 moins 4π. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, excusez-moi, je me suis juste trompé sur un moment dans la correction. Retenez tout ce que j'ai dit, sauf cette dernière étape. Pour calculer l'évolution de l'espace libre, on va faire le nouvel espace libre, donc 80 moins 16π, divisé par l'espace libre initial, 80 moins 20π. OK? Et c'est maintenant ici que je peux tout diviser par 4. Ça me donne 20 moins 4π sur 20 moins 5π. OK? Ça, c'était juste la dernière étape. En tous les cas, si vous en étiez allé jusque-là, je pense que vous aurez été en capacité de répondre D. C'est très bien pour ceux qui l'ont eu. Ça reste une question très difficile, donc moi, ce que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes un peu pressé, c'est au moins de valider l'étape 1 qui vous permettait d'éliminer la A, C, E. Et après, si vous êtes très motivé, vous pouvez aller jusqu'à la fin du raisonnement. Mais ça nécessitait quand même pas mal d'étapes, quoi. Ouais, c'est ça, il manquait juste l'inversion. Et il y a des coefs sur les questions difficiles et c'est assez opaque sur la variation des coefs. Donc retiens juste que les questions plus dures rapportent plus de points que les questions faciles. Allez, j'espère que ça a été bon. Après, si c'est une question qui vous paraît trop étrangère, trop compliquée, vous prenez pas la tête non plus, hein. Heu, le but, c'était peut-être d'avoir le début, mais la fin du raisonnement, pour moi, c'est quelqu'un qui va viser minimum 450, voire 500 si on veut vraiment avoir le temps de tout faire en parce que ça on rappelle, hein, c'est que 20 minutes pour répondre à tout, donc ça vous laisse 1 minute 20 par question, donc c'est pas énorme. Et allez, je vous laisse sur cette dernière question diabolique et on s'arrêtera là-dessus donc vous pouvez tout donner sur ça, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir là-dessus.
C'est pas la réponse C, pour ceux qui étaient partis là-dessus. C'est pas la B non plus, c'est pas la D non plus. On va voir si on finit par l'avoir. Ouais, très bien, c'est la A. C'est la A, je sais pas s'il y en a qui l'ont eu, alors vous m'avez dit d'autres réponses avant. Je sais pas s'il y en a qui l'ont eu direct. Bon, on reste sur du très difficile, hein, là, donc pareil, vous inquiétez pas si c'est pas quelque chose que vous avez naturellement. Alors, longue question. Déjà, ce qu'il fallait faire pour moi en premier lieu, non, tac, c'était en premier lieu, calculer l'aire de ce losange-là. L'aire du losange, c'était en fait 2 fois l'aire des triangles équilatéraux. Puisque comme on avait un rayon ici qui valait 6, un rayon ici qui valait 6 et un angle ici qui valait 60, forcément, troisième côté ici qui vaut aussi 6 et donc triangle équilatéral. OK? Donc là, de la même façon, j'ai aussi un deuxième triangle équilatéral ici. Donc en fait, c'est l'aire du losange est égal à 2 fois l'aire d'un triangle équilatéral de côté 6. Pour rappel, aire du triangle équilatéral, donc c'est égal à 2 fois, aire du triangle équilatéral, c'est côté au carré, donc 6 au carré multiplié par racine de 3 divisé par 4. Donc ça fait donc, au lieu de diviser par 4, on va diviser par 2. Comme ici on a 2 fois et on a divisé par 4. Donc on a 36 racine de 3 divisé par 2, qui fait donc, je vous mets là, 18 racine de 3. 18 racine de 3. Ça, c'est pour l'aire du losange. OK? Aire du losange, 18 racine de 3. Ensuite, deuxième étape à faire, je vous l'efface. Ça va être, de toute façon, vous aurez la rediff, hein, si jamais vous voulez vous casser un peu la tête sur cette question. Ça va être de calculer cette aire-là. En fait, cette aire-là, comme ici j'ai un angle de 60 et que l'angle entier ici, il fait 360, en fait, mon arc de cercle jaune, il représente 1/6 de l'aire de mon cercle, puisque c'est 60 sur 360. Donc, l'aire de l'arc de cercle, c'est égal à 1/6 multiplié par pi multiplié par rayon au carré. OK? L'aire du cercle. Donc, c'est égal à rayon qui vaut 6 au carré 36. Donc, c'est égal à 36 pi divisé par 6, qui fait donc 6 pi. Si 1 fait 6 pi, ça veut dire que si j'en fais un autre ici, en vert, pour la partie droite, pareil, j'ai 6 pi aussi. OK? Donc, ensemble, les deux arcs de cercle valent 12 pi. Et l'aire du losange vaut 18 racine de 3. Alors, une fois que j'ai tout ça, je me le remets ici, ça va être plus simple. Je vais être capable de calculer combien vaut mon aire au milieu, mon aire blanche qui m'embête. Parce que cette aire, mon aire rouge donc, elle est égale à l'aire du losange. Non, elle est égale, je les ai mis en vert, à l'aire des deux arcs de cercle, moins l'aire du losange. OK? Si je fais l'aire d'un arc de cercle, l'aire du deuxième arc de cercle
et que j'enlève l'aire du losange et que le tout, je le divise par 2. Non, je le divise pas par 2. Je suis juste ça moins ça, je me retrouve avec mon aire rouge que je souhaitais au début. OK? Donc l'aire du milieu, elle est donc égale, ça on a vu que l'aire des 2 arcs de cercle, ça fait 12 pi et l'aire du losange, on a vu que ça fait 18 racine de 3. Donc maintenant pour avoir mes 2 aires en bleu que je cherche, il y a encore une dernière étape. Ben, en fait, ces 2 aires en bleu là, elles valent l'aire du losange en entier, moins l'aire rouge. Donc ça vaut l'aire du losange, c'est égal à 18 racine de 3, moins l'aire rouge qui vaut 12 pi moins 18 racine de 3. Et donc ça, en tout, ça vaut au global 36 racines de 3 moins 12 pi. Et ça nous amenait du coup à la réponse A. Donc c'était quand même très costaud, hein. Là, rien que à la dessiner sur Word, c'était dur, pour vous dire. Alors à la résoudre, c'est encore pire. Tac. Donc là, on avait tout, 36 racines de 3 moins 12 pi. L'apparition du 1/6, ouais, c'est ça, 60 divisé par 360. OK? Bon, aujourd'hui, on a vu plein de choses, hein, on a vu plein de concepts. Là, vous avez une excellente base de géométrie, on est parti vraiment des bases et on est allé sur du moyen, puis sur du très compliqué à la fin.